Pepe, on vient tout juste d'avoir une info de dernière minute. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des tweets ou des publications sur les réseaux de Donald Trump, mais il dit qu'on pourrait entamer des négociations avec les Iraniens vendredi. Oui, Le ministère iranien des Affaires étrangères déclare « Pour l'instant, nous n'avons aucun projet de négociation ». Et juste après, c'est l'Iran qui dit ça. il essaie de convaincre les Iraniens avec ce fichu message. S'il vous plaît, je veux vous parler. Parlez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a aucun moyen, Pepe, de négocier avec les États-Unis dans la situation actuelle, avec le blocus. Je pense qu'il doit reculer sur ce blocus. Sinon, l'Iran ne négociera pas. Nous savons ce qui se passe dans la région avec les pays du Conseil de coopération du Golfe. Les Émirats arabes unis manquent d'argent et bientôt ils vont manquer de nourriture, manquer de tout dans leur pays. Ce n'est pas une position tenable pour Donald Trump et il le sait. Il a une sorte de moment privilégié s'il veut faire marche arrière, s'il le veut vraiment, s'il est vraiment sérieux et qu'il accepte non seulement de revoir le blocus. L'Iran a aussi certaines conditions préalables pour les négociations, parce qu'ils n'ont vu aucun signe de sérieux de la part des Américains lors du premier cycle de discussion. C'est pour ça que beaucoup de gens, en Iran, se posent la question et critiquent. À quoi bon négocier avec les États-Unis? Pourquoi négocier s'ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit? Oui, allez-y. Vous avez bien compris. Absolument. Et c'est une discussion très cohérente, très structurée. C'était le même argument depuis le début. Les Iraniens n'ont pas dévié de ce qu'ils disent depuis des semaines. Le document en 10 points, la liste des conditions, le fait qu'apparemment, il y a beaucoup de brouillard de guerre, mais Trump avait plus ou moins accepté ce document en 10 points, en supposant qu'il ait lu la vraie version iranienne, et pas quelque chose de mal traduit. Probablement la deuxième option. Il a lu une version mal traduite. À qui la faute? Le débat reste ouvert et il est immense. Mais pendant un moment, on a eu l'impression qu'il était prêt à envisager une forme d'accord diplomatique. Maintenant, c'est de la désespération. C'est devenu « il faut que je trouve une porte de sortie, peu importe laquelle ». Il y en a une très simple, vraiment très simple. Vous venez de la mentionner, abandonner ce blocus stupide. C'est aussi simple que ça. C'est un début. Et l'Iran a déjà dit, avec le blocus, pas de négociation. S'il n'y a plus de blocus, c'est un début. Peut-être que l'Iran recommencera à parler. Mais bien sûr, il y a toujours les 10 points. Il faut passer par ces 10 points et les discuter un par un. On en est encore très, très loin. Au contraire, encore une fois, peu importe comment on regarde la situation, on voit une escalade des deux côtés. Et cette escalade américaine, c'est par désespoir, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place ce soi-disant blocus. C'est déjà prouvé. Plus de 20 navires sont passés, entrant et sortant du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, les Américains ont capturé quoi? 2 navires, c'est bien ça? Oui, 2. Et les Iraniens en ont capturé 2, peut-être 3, selon ce qui se passe aujourd'hui, selon la suite des événements. Donc, il y a une escalade des deux côtés. Et très vite, on pourrait se retrouver dans une situation où un navire de trop est capturé. Et là, l'un des deux camps décidera d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est si dangereux. Les Iraniens n'ont pas besoin d'aller plus loin pour de bon. Mais si, et bien sûr, il y a un autre énorme si, les Chinois. Depuis hier, j'ai passé presque 2 jours à fouiller toutes les sources d'informations possibles en Chine pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que les Américains s'en prennent directement aux navires qui envoient du pétrole vers la Chine. Tôt ou tard, que se passera-t-il s'ils montent à bord d'un pétrolier chinois? Les Chinois devront sortir de leur position d'attente
et entrer dans le jeu. C'est exactement ce qu'ils ne veulent pas faire, mais ils pourraient y être contraints. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? En ont-ils les moyens ou pas? Seront-ils prêts à envoyer une force navale dans le golfe d'Oman? Seront-ils prêts à se retrouver face à face avec la marine américaine? Ça, c'est wow. C'est la grande question. That's wow. That's the big question. And for the moment, the Chinese position is. Et pour l'instant, la position chinoise est, disons-le franchement, très très floue. Je vais en Chine le mois prochain. J'ai enfin pris ma décision. J'irai en Chine de toute façon, avant que Trump ne se rende à Pékin, parce que je veux parler à beaucoup de gens là-bas, surtout de ce sujet, si tant est qu'ils acceptent d'en parler. Parce que même dans les médias chinois relativement indépendants, personne n'en parle. Et la Chine sait très bien qu'au fond, cette guerre est dirigée contre elle. Ils le savent dans le détail. Alors, vont-ils continuer à... Ils ont le droit de répondre de manière beaucoup. Bien sûr, les Chinois ne répondent jamais de façon symétrique. Leur réponse sera asymétrique et sur le long terme. Mais s'ils considèrent que leur relation avec l'Iran fait partie de leur partenariat stratégique, celui du pacte énergétique et d'infrastructure de 25 ans, d'une valeur de 400 milliards de dollars, alors là, ça change tout. Energy infrastructure pact. If this is being threatened directly by the US, they're going to have to do something about it. Si c'est directement menacé par les États-Unis, ils vont devoir réagir. Et c'est là qu'on en est. C'est ce qu'on appelle le piège de l'escalade. Ce piège inclut la Chine, pas seulement l'Iran. Donc, peu importe comment on regarde la situation, Nima, ça devient plus dangereux minute après minute. Quoi qu'il arrive, ça devient plus dangereux à chaque instant, sans aucun doute. Et tout ça pourrait être évité si on avait un président des États-Unis rationnel, ce qui est exactement ce qu'on n'a pas. Et c'est encore pire maintenant, parce qu'il est comme un animal acculé. Il sait que tout va de travers. Il le voit. Il regarde le marché du pétrole, le marché obligataire, Wall Street, les crises qui éclatent partout, le kérosène, tout ce que vous voulez. Et il n'y a pas d'issue, parce que c'est encore son ego qui commande. Ce serait presque comique si ce n'était pas aussi tragique. It would be tragic comic if it was not so tragic. Vous avez mentionné que Donald Trump avait interrogé le général Kellogg à propos des codes nucléaires. Raw. Our friend Larry Johnston got this information. Notre ami Larry Johnston a obtenu cette information d'un de ses amis, très proche de J.D. Vance, et c'est une source vraiment fiable. Donc ce type a dit à Larry, et évidemment, il n'a aucune raison de mentir. C'est extrêmement grave, vraiment très grave. Il amène ses propres généraux. He's being under his own generals. La question, c'est pourquoi il a besoin de faire ça. À mon avis, la réponse, c'est que oui, ce n'est pas seulement de la désespération au fond, mais aussi la réalité des capacités offensives des États-Unis. Parce qu'on a appris sur CNN que les États-Unis manquent sérieusement de missiles de croisière. Et ces missiles de croisière, c'est la colonne vertébrale de leurs attaques offensives, de leur capacité offensive contre l'Iran. C'est pour ça que Donald Trump est perçu, même avec l'escalade. Disons, dans le pire des cas, si on revenait à la guerre, et je pense qu'on s'en approche petit à petit, comme quelqu'un qui n'a pas les moyens de soutenir ce type d'attaque. Le niveau de guerre qu'on a vu pendant 40 jours, les États-Unis ne pourront pas le maintenir. C'est bien là le problème. No, they can't. They would sustain this for a week, maybe two. Non, That's it. ils ne peuvent pas. Ils tiendraient une semaine, peut-être deux, pas plus. Et évidemment, ils ne pourraient pas faire plier l'Iran. Les gens un peu lucides au Pentagone commencent lentement à arriver à cette conclusion. Il faut des mois. Tout prend des mois. Une campagne de choc et effroi qui dure des mois. La préparation d'une invasion terrestre crédible. Tout ça demande du temps. Et lui, il n'a pas ce temps-là. Il doit régler cette affaire dans les 2 semaines, maximum, avant son voyage en Chine, en supposant que les Chinois aient encore envie de lui parler. Ce voyage peut être annulé à la dernière minute. Et si le blocus continue de frapper les intérêts chinois,
Les Chinois n'auront aucun intérêt à parler à Trump le mois prochain. Aucun intérêt, vraiment. No interest in talking to Trump next month. No interest whatsoever. En gros, il veut y aller pour parler de la relation entre les États-Unis et la Chine. Ou peut-être qu'il veut aborder quelque chose de plus large que ça, vu tous les conflits en cours. Several dossiers, Nima. Plusieurs dossiers. Nima, Taïwan, évidemment, les tarifs douaniers, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, encore l'intelligence artificielle. Mais en gros, c'est Taïwan et les tarifs. Et il voudrait arriver à Pékin en position de force, ce qui est justement la dernière chose qu'il a en ce moment. Il va arriver à Pékin comme un président vaincu. Et évidemment, les Chinois vont s'en donner à cœur joie. Ils vont se régaler de Trump matin, midi et soir. Donc il est désespéré. Il a besoin d'arriver à Pékin avec quelque chose à montrer. Mais il n'a rien à montrer. Au contraire. On the contrary. And on top of it, at the moment with the blockade, they are antagonizing China. Et en plus de ça, en ce moment, avec le blocus, ils sont en train de provoquer la Chine encore plus que d'habitude, non? Donc, de son point de vue, c'est une catastrophe totale. Pas étonnant qu'il pique des crises, selon les sources, bien sûr. Mais certains de ces rapports semblent crédibles. Il crie sur tout le monde. Il n'arrive pas à se concentrer. Enfin, d'habitude, il ne tient pas plus de 5 secondes. Là, c'est 2 ou 3 secondes, pas plus. Il traite tout le monde horriblement. Il explose pour un rien. Bref, complètement déconnecté, hors de contrôle. Franchement, ça justifierait le 25e amendement. Évidemment, si les républicains ont le courage de le faire. Obviously, if Republicans had balls to do it. Pepe, la Chine se contente d'observer ce qui s'est passé en Ukraine. Un échec total des négociations que Donald Trump avait engagées depuis son élection aux États-Unis avec les Russes. Un échec complet. Ils n'obtiennent rien. Et avec les discussions sur l'Iran ou encore la guerre au Moyen-Orient, ce qu'ils voient, c'est qu'il n'y a rien de positif. Rien qui puisse donner un peu d'espoir dans les pourparlers en cours avec Donald Trump. Parce qu'ils constatent simplement l'échec total de l'administration Trump à négocier, à dialoguer, à communiquer. Et maintenant, même s'ils ont envoyé J.D. Vance, je dirais que J.D. Vance était l'un des derniers espoirs de l'administration Trump. C'est fini. Tout est fini avec l'administration Trump. Et franchement, je ne vois pas les Chinois être assez naïfs pour croire que Donald Trump représente encore quelque chose, ou que rencontrer Donald Trump aurait une quelconque importance à long terme. Non, pas du tout. Mais les Chinois sont très attachés au protocole diplomatique. Donc ils suivront sans doute toutes les étapes, impeccablement. Après tout, c'est un peu comme à l'époque des dynasties chinoises. Quand on va à Pékin en tant qu'invité officiel, on est reçu avec faste, cérémonial, tout ça, mais ça ne veut rien dire. Ce sera une visite purement protocolaire. Du point de vue chinois, ils reçoivent des dignitaires du monde entier en permanence. Ce sera juste un de plus. Et rien de concret ne sera abordé parce que Trump n'est pas prêt à discuter de quoi que ce soit. Et les Chinois savent très bien qu'il n'est pas prêt. Ils sont d'ailleurs très doués pour tirer parti de cette position de force qu'ils ont dans cette rencontre prévue le mois prochain, mais d'une manière très subtile, très maîtrisée. Donc il n'y aura pas de coup d'éclat. En gros, il ne se passera rien d'important. Pepe, je pense que les canaux de communication entre l'Iran et la Russie, entre la Russie et la Chine, et puis entre la Chine et l'Iran, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Quel est le niveau de communication en ce moment, sachant que la situation à Formose reste importante, après tout? On sait que pour ce qui est des sanctions, tous, d'une manière ou d'une autre, ils savent ce qu'elles sont, ils connaissent la politique de Washington. Mais selon toi, comment tu vois le niveau de communication dans ce contexte un peu chaotique?
Well, look, China, Iran at the moment is Écoutez, la relation entre la Chine et l'Iran, en ce moment, c'est vraiment très flou, pour ne pas dire plus. L'exemple le plus parlant, c'est Xi Jinping. Pendant plus de 40 jours, il n'a rien dit sur la guerre, ni sur le détroit d'Ormuz. La première fois qu'il a pris la parole, c'était après un appel de MBS à Riyad, qui a contacté Pékin pour parler avec Xi Jinping. Et là, Xi Jinping a fait sa première déclaration officielle. En gros, une banalité, quelque chose que tout le monde sait déjà, qu'il faut rouvrir le détroit d'Ormuz, parce que c'est ce que souhaite la communauté internationale. Alors forcément, ça soulève pas mal de questions. Pourquoi n'a-t-il rien dit avant? Et pourquoi a-t-il choisi de s'exprimer juste après avoir parlé, non pas avec les Russes par exemple, mais avec MBS en Arabie Saoudite? but with MBS from Saudi Arabia. So the Chinese are caught in a Les Chinois se retrouvent dans une situation très inconfortable parce que tous ces pays sont leurs partenaires, les monarchies du Golfe Persique comme l'Iran. Bien sûr, les niveaux de communication et de coopération varient, mais ce sont tous des partenaires, et la Chine importe de l'énergie de chacun d'eux. On peut donc dire que la position idéale de Pékin, c'est « soyons amis avec tout le monde ». Mais ça, ce n'est plus possible. Désolé, c'est la réelle politique. Il ne s'agit pas forcément de choisir un camp, mais il faut être plus affirmé sur certains points. Et si vous avez un partenariat stratégique avec l'Iran, il faut l'assumer. On sait que les Chinois sont déjà présents à plusieurs niveaux, par exemple avec l'intégration du système de satellite Beidou ou d'autres équipements qu'ils auraient peut-être envoyés sans qu'on soit totalement sûr qu'ils l'aient fait. La fameuse contribution en perchlorate de sodium, le carburant solide utilisé pour les missiles balistiques iraniens, vient généralement du port de Gaolan, à Zhuhai, dans le sud de la Chine. C'était le cas du navire qui a été intercepté par les Américains. Les Américains étaient totalement concentrés sur ce bateau, justement parce qu'il venait de ce port, qui dans leur esprit est le port du perchlorate de sodium. Donc ils se sont dit, allons intercepter ce navire. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai partagé sur mon canal Telegram, allez jeter un œil si vous voulez, une traduction réalisée au Brésil par nos amis de la communauté SECA au Brésil. Ils ont fait un excellent travail de traduction. C'est une excellente analyse des contradictions de la politique étrangère chinoise en Asie de l'Ouest. D'après tout ce que j'ai lu ces derniers mois, c'est la meilleure analyse chinoise sur le sujet. C'est une analyse chinoise sur ce que la Chine fait mal en Asie de l'Ouest. Et bien sûr, il y a maintenant le conflit ouvert entre les pétromonarchies du Golfe Persique et l'Iran. Ils se retrouvent donc dans une position vraiment très délicate. Il ne s'agit pas forcément de choisir un camp, mais d'avoir une politique étrangère claire, y compris en expliquant à l'Iran jusqu'où ils peuvent être des partenaires très proches, s'il y a effectivement des limites. Et pour la direction iranienne, ça, ce n'est pas du tout clair. It's certainly for the leadership in Tehran, this is not clear. And of course, we don't know. Et bien sûr, on ne sait pas, Nima. Personne ne sait vraiment. Il peut très bien exister des canaux parallèles, souterrains, au plus haut niveau, pour communiquer entre Téhéran et Pékin. Je suis sûr que c'est le cas, mais aucun de nous n'en saura jamais rien. Donc, je pars du principe qu'ils en discutent. Et les Chinois essayent sans doute d'expliquer aux Iraniens, « Écoutez, on ne peut pas vous soutenir ouvertement, même si en réalité, on le fait, parce que vous tenez tête à l'Empire. Donc évidemment, c'est dans notre intérêt le plus absolu que vous l'emportiez. Si vous échouez, on sait très bien ce qui va se passer ensuite. Ce sera notre tour. Nous, les Chinois, serons les prochains. » Alors, bien sûr, tout le monde, dans les cercles de décision à Pékin, le sait parfaitement. Mais comme la manière dont les Chinois agissent est beaucoup plus opaque que celle de l'Occident, et même que celle de la Russie, on ne connaît vraiment pas les détails. We really don't know the details. But
Mais ils sont dans une position très inconfortable. Et encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques minutes, s'ils voient qu'ils sont directement attaqués par les Américains sur leur approvisionnement en pétrole depuis le Golfe Persique, ils devront réagir. Ils devront mettre en place une forme de dissuasion. Et là, les Américains vont paniquer, c'est certain. Et ça n'aura rien à voir avec Taïwan. Ce sera probablement lié à ce qu'ils savent des plans américains pour le détroit de Malacca. Et ils s'y préparent depuis, encore une fois, au moins 20 ans. D'accord, Nima. Non, c'est fou. J'espère que je pourrai en parler le mois prochain en Chine, mais je n'y crois pas trop. Je ne suis pas sûr que les gens ou les analystes que je connais, les chercheurs, aient le droit d'en parler. Peut-être officieusement, de temps en temps, oui. Je pense que la Chine a bien compris les changements radicaux qui se sont produits en Asie de l'Ouest, surtout si l'on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent avec les bases américaines et la manière dont l'Iran en parle. Tu es là, Pepe? Oui. On dirait qu'on a encore perdu Pepe, mais il va revenir. Laissez-moi juste vérifier ça. Oui. On dirait encore un problème de connexion. Oui, il va revenir. Je pense que ce qui se passe avec la Chine, Pepe va nous rejoindre dans un instant, c'est que la Chine observe ce qui se passe avec les États-Unis dans la région. En ce moment, il y a un énorme vide, une sorte de perte d'influence américaine, d'une certaine manière. Avec la question des bases américaines, l'Iran est en train de les pousser hors de la région, et les pays du CCG le ressentent. Même les Émirats arabes unis ont parlé du fait qu'ils ne veulent plus de bases américaines sur leur sol. Je ne sais pas s'ils sont sincères quand ils en parlent, mais au moins, ils en parlent. Et voilà, Pepe est de retour. La CIA bosse à plein régime ce soir, Nima. Pepe, je parlais de la situation au Moyen-Orient. Je parle du vide qui s'est créé depuis le début de cette guerre à cause de l'attaque iranienne contre les bases américaines. En gros, ils ne veulent plus des États-Unis dans la région. Donc il y a un énorme vide là-bas. Et on a vu le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Alors qui sera le mieux placé pour mettre en place une sorte de... Je pense qu'au fond, ce que la région doit comprendre, c'est qu'elle a besoin d'une architecture de sécurité propre, sans les États-Unis. Parce que la priorité des États-Unis, ce n'est pas la région, ce n'est pas sa prospérité, ni sa stabilité. Leur priorité, c'est Israël. Tout tourne autour d'Israël, de ce qu'Israël tire de ces conflits et de ce chaos. Et ça va pas profiter à grand monde. Je pense que les pays du CCG commencent à le comprendre. D'une manière ou d'une autre, ils en arrivent là. Maintenant, qui pourra y mettre fin? Je ne sais pas s'ils en seront capables. Mais au moins, réduire un peu cette hostilité qui existe aujourd'hui entre l'Iran et les pays du CCG à cause de cette guerre. Et la Chine, elle, se voit dans ce rôle-là, celui de les relier, de les rapprocher. Eh bien, la seule possibilité sérieuse pour un Golfe Persique post-américain, ou plus largement pour les monarchies du Golfe et l'Asie de l'Ouest, ce serait un nouvel accord de sécurité. Il y a deux options. Disons que la solution idéale serait que la Russie en soit la garante. Elle entretient d'excellentes relations avec tous les acteurs concernés. Peut-être même un tandem Russie-Chine. Mais là, c'est plus compliqué parce que les Chinois n'aiment pas s'impliquer dans des opérations de sécurité aussi loin de leurs frontières. L'autre possibilité, elle, est déjà en cours. Ce serait, disons, une sorte de consortium pakistano-turc. Les Pakistanais ont déjà bougé. Les Turcs, eux, sont impatients de s'impliquer davantage.
Et bien sûr, il y a des échos néo-ottomans, même si on ne sait pas encore quand ils passeront à l'action. Donc oui, c'est une possibilité très très sérieuse. Le Pakistan et la Turquie. L'Arabie saoudite, elle, n'y voit pas vraiment d'inconvénient. Saudi Arabia is relatively fine with it. The Emirates is more complicated. Les Émirats, c'est plus compliqué, parce que l'allié de la Turquie, c'est le Qatar, pas les Émirats. Les Émirats, eux, leur allié, c'est Israël. Ils ont fait leur pari, ce sont un avant-poste sioniste. Et comme on le sait, Israël présente déjà la Turquie comme le prochain Iran. Donc tout ça, c'est déjà un sacré chaos. Ça n'a même pas encore commencé, et c'est déjà un vrai désordre. Alors au final, le Pakistan pourrait bien devenir la solution par défaut. Et évidemment, le complexe militaro-industriel pakistanais va adorer ça. Mais il y a un problème supplémentaire, Nima. Le complexe militaro-industriel pakistanais est en réalité une extension du complexe militaro-industriel américain. Donc, comme tu le vois, il n'y a pas de solution simple. Dans l'idéal, si on rêvait d'une vraie solution solide, d'un parapluie protecteur pour le CCG, ce serait la Russie, à condition que les Russes soient intéressés. Mais pour le moment, je dirais que le candidat numéro 1, c'est le Pakistan. But for the moment, I would say the number one candidate is Pakistan. Pepe, on sait bien que les pays de l'OTAN n'avaient pas vraiment de politique étrangère indépendante. Je parle surtout des pays européens. Ils n'en avaient pas, parce que tout était défini par l'OTAN, c'est-à-dire par les États-Unis. Ce sont eux qui décident de la politique étrangère, de ce qu'elle doit être et de la manière dont ils vont se comporter. Par exemple, en Ukraine, face à la Chine, face à la Russie et maintenant au Moyen-Orient. Mais au Moyen-Orient, ils se retrouvent face à une situation différente de celle de l'Europe. Ils voient quelque chose qu'ils n'avaient pas vu, par exemple, dans le cas de l'Ukraine. En ce moment, Donald Trump est en train de diviser les pays de l'OTAN en deux camps, deux groupes distincts. Il parle des pays sages et des pays turbulents. Les pays sages, selon lui, ce seraient la Roumanie, la Pologne, les pays baltes, tous ceux qui l'ont soutenu dans l'opération au Moyen-Orient. Les vilains, ce seraient l'Espagne, la France, le Royaume-Uni. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de ce processus. Ces pays peuvent définir leur politique étrangère envers la Russie en fonction de leurs besoins internes, de leur intérêt national. Et je crois que c'est ce qui frappe l'Europe. Au moins l'Espagne comprend ce qui se passe. Au moins, l'Espagne essaie de dialoguer avec la Chine, avec l'Iran, et je dirais même avec la Russie, puisqu'elle a reçu l'un des plus gros pétroliers de pétrole ou de gaz en provenance de Russie. Ce sont des changements majeurs qui sont en train de se produire. Et d'une certaine manière, l'Europe sort de cette guerre, de ce chaos, et commence à réfléchir ou à repenser la manière dont sa politique étrangère peut être redéfinie et mise en œuvre. Comment voyez-vous cela en Europe? Europe is already extra fragmented. Eh bien, l'Europe est déjà extrêmement fragmentée, et elle va l'être encore plus à partir de maintenant. Même chose pour l'OTAN. Les deux processus vont avancer en parallèle. Désintégration numéro 1 et désintégration numéro 2. Et à la fin, ils vont se rejoindre au centre de la désintégration. Mais bien sûr, l'OTAN, ou plutôt son bras belliciste, va devenir encore pire à partir de maintenant. En gros, ça veut dire le Royaume-Uni, la Finlande, la Pologne et les petits chihuahuas baltes. On peut aussi ajouter l'Allemagne réarmée, remilitarisée, ce qui, quand on en parle aux Français, leur provoque des crises cardiaques en série. Et voilà une Europe qui commence enfin à réfléchir avec plus de 2 neurones. L'Espagne, par exemple, ou l'Italie, selon ce qui va se passer ensuite. On entend quand même quelques signes qu'ils commencent à se réveiller. Ça veut dire que la division à l'intérieur de l'Union européenne et de l'OTAN est déjà énorme, non? Le problème le plus compliqué, et qui va devenir bien pire d'ici 2030,
leur date autoproclamée pour une nouvelle guerre contre la Russie. Peut-être 2028, peut-être 2029, mais leur objectif, c'est 2030, donc dans moins de 5 ans. C'est cette image belliciste de l'OTAN. Et bien sûr, tout ça est mené par le Royaume-Uni. La Russie, tôt ou tard, va devoir y faire face. Encore une fois, elle devra le faire avec fermeté. Pour l'instant, les Russes observent, ils attendent, ils savent qu'ils sont attaqués. Leur infrastructure pétrolière à l'intérieur de la Fédération de Russie est visée. Les attaques sont directement coordonnées. Et si ce n'est pas le cas, elles sont directement coordonnées, initiées et instrumentalisées par l'OTAN et surtout par les Britanniques. Donc, ils vont devoir réagir à ça. Il y a déjà un grand débat en Russie à ce sujet. Voilà, quand on ne coupe pas la tête du serpent dès le départ, le serpent continue. Et voilà, il continue d'avancer. L'Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que l'UMA member, compte tenu de la crise économique aggravée par la guerre contre l'Iran et le blocus américain, pourrait s'effondrer dans les prochains mois, en fait. Ils sont donc dans une position extrêmement précaire. Oui, te revoilà. Oui, d'accord. En ce moment, ils sont dans une position extrêmement précaire. Non seulement ils ont commis un suicide politique, mais maintenant c'est aussi un suicide énergétique, géopolitique, économique et culturel. Ils ont soutenu le génocide à Gaza. Et évidemment, ils n'ont pas vraiment condamné la guerre américaine contre l'Iran. Pas vraiment. On entend quelques murmures ici et là dans certains États, mais rien de Bruxelles. Au contraire, Bruxelles, si elle le pouvait, imposerait encore plus de sanctions à l'Iran aujourd'hui. Donc Bruxelles, c'est une cause perdue. Et en fait, quand on parle de Bruxelles, il faut distinguer Bruxelles-OTAN et Bruxelles-Commission européenne. When you talk about Brussels, there's Brussels NATO and Brussels European Commission. Both Brussels. One subordinated to another. Les deux Bruxelles. L'une est soumise à l'autre. Bruxelles, la Commission européenne, soumise à Bruxelles, l'OTAN. Encore une fois, tout s'effondre sur tous les fronts. Et même le coup de la Hongrie, c'était brillant. Viktor Orban les a complètement joués. Totalement. Il ne voit pas ce qui arrive. Et la Hongrie ne sera pas le vassal docile qu'ils espéraient. Les signes de décomposition interne à Bruxelles sont visibles partout, plus que jamais. Et qui paie le prix? Les contribuables européens. La plupart paient des sommes absurdes en impôts, pour rien. Et bientôt, ils n'auront même plus rien en retour de leur gouvernement. Oui, Eh bien, ça fait partie de l'effondrement général de ce qu'on appelait autrefois l'Occident collectif, NIMA. Aujourd'hui, c'est l'Occident fragmenté. Parce que maintenant, il est divisé entre l'Empire et vous tous, qui êtes une bande de rats. On ne se soucie pas de vous. L'Empire ne se préoccupe que de lui-même, et bien sûr d'Israël. plus à propos d'Israël que d'eux-mêmes. Préoccupé par Paris Nam. Oui, c'est Ahmed.